David Chapira, bonjour. Bonjour Claudine. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on a passé une semaine extrêmement pénible, extrêmement triste, effroyable. Effroyable. Avec l'enterrement de Kfir et Ariel Bibas et de leur mère Chiri. Et puis le retour de 4 otages qui ont été tués, qui sont morts. Et je dois vous dire que personnellement, j'étais allé avec une équipe de télévision française interviewer la maman de Ohad Yalomi. Et oui. Elle espérait que son fils était vivant. Elle ne voulait plus sortir de chez elle tant que son fils ne reviendrait pas. Elle ne voulait plus passer les fêtes sans son fils, sans la présence de son fils, qui lui-même est marié, je rappelle, avec une Française d'ailleurs, Batsheva, qui ont 2 enfants, il me semble 3 enfants. Et ce sont des nouvelles qui sont catastrophiques. On va continuer la semaine prochaine avec les enterrements. Et puis surtout avec l'incertitude de ce qui va se passer après. Justement, alors cette fameuse phase 2 qui semble être problématique, compromise du moins, avec un désir de la part de Netanyahou de prolonger la phase 1. Et étonnamment, le Hamas ne s'est pas insurgé, en dehors du fait qu'il a dit qu'on avait violé effectivement l'accord, mais il ne s'est pas insurgé, il a presque accepté cette prolongation. Qu'en pensez-vous ? C'est étrange. Alors, il faut quand même rappeler que l'État d'Israël s'était engagé, quand même, avait signé tout à fait. le désengagement ou le retrait de l'axe de Philadelphie. Vous savez, ce fameux axe qui, en fait, délimite la frontière égyptienne et la frontière de la bande de Gaza. Et pour l'instant, Israël ne se retire pas, bien qu'il se soit engagé. Et comme vous l'avez rappelé, exige, voudrait, souhaiterait ou aspirerait à la libération d'autres otages. Parce que ce qui nous bloque, entre guillemets, c'est tous les otages vivants et morts, mais nous avons encore 59 otages dans la bande de Gaza, dont au moins 24 ou à 25 vivants, c'est pas très clair, mais il y a parmi ces 60 ou 59 personnes, 25 qui sont encore vivants. Alors évidemment, ce qui empêche Israël de re-rentrer, si vous voulez, de revenir dans la bande de Gaza dans une action militaire, ce sont ces otages, parce que sinon, rappelez-vous du Liban, on rentrerait et puis on détruirait tout ce qui reste encore à détruire, qui n'ont pas été détruits parce que justement les otages se trouvaient là-bas. Je fais allusion à Khan Younes, qui est encore relativement debout. Et donc, si vous voulez, Netanyahou est partagé entre sa volonté de se réengager ou réengager le Tsahal dans la bande de Gaza, et puis surtout une volonté très forte du peuple, de la population, qui exige, qui demande que tous les otages, je dis bien tous, aussi bien les vivants comme les morts, soient ramenés, rapatriés en Israël. Et c'est donc ce qui empêche. Alors, on essaye de gagner du temps, ça je pense que c'est une méthode qui est très chère à Netanyahou. On essaye de gagner un petit peu de temps, de négocier. Seulement, Claudine, il faut que je vous dise quand même quelque chose. Si le Hamas est un mouvement barbare, inhumain, menteur, qui ressemble au mouvement nazi de la Seconde Guerre mondiale, et ce ne sont pas des imbéciles. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, que dès le dernier otage rendu, il n'y aura plus rien, aucune garantie. Voilà, ils n'auront plus de pression, de levier de pression. Et donc, ils seront soumis probablement à une attaque militaire, sauf si, évidemment, ils acceptaient, mais ça, ils le refusent, de s'exiler et de lâcher le pouvoir. Donc, il y a un moment où compte fait, c'est... Donc, la situation est bloquée. Voilà, ces prolongations, en fait, elles vont peut-être durer quelques temps. Peut-être qu'on aura encore quelques otages en vie ou morts qui seront rendus. Mais à un certain moment, le Hamas va demander à Israël de s'engager à ne plus intervenir militairement dans la bande de Gaza et de se retirer complètement avec des garanties internationales, et Israël dira non. Et là, c'est là que, justement, rentre en jeu l'effet Trump. J'allais en parler. Parce que Trump, en fait, dit à Netanyahou, lui a dit, essaye de négocier, d'obtenir ce que tu peux obtenir par la négociation, mais si tu ne peux pas et tu arrives à une impasse, eh bien, tu as carte blanche. Tu as carte blanche militairement. Et je ne vous cache pas que on se prépare dans l'armée à revenir dans Gaza. De quelques sources je ne citerai pas, on se prépare, autour de moi, on se prépare avec des plans, avec des cartes, avec des séminaires, des formations, à revenir dans Gaza, mais cette fois-ci
pour essayer de réaliser le second objectif de la guerre, c'est-à-dire l'éradication du mouvement Hamas. Bon, alors comment peut-on expliquer qu'après 15 mois de guerre intense, nous ne sommes pas arrivés à éradiquer le Hamas? Comment est-ce possible? Parce que cet objectif était lui-même en contradiction avec un autre objectif qui est la libération des otages. Tant que le Hamas détient des otages et qu'il ne les rend pas, nous n'avons pas les mains libres. Il faut oublier aussi, il faut rappeler un autre paramètre, c'était l'administration Biden, qui ne voulait pas qu'on utilise des munitions en dehors du droit international et laisser évidemment l'aide internationale rentrer à grande échelle. Cette fois-ci, je dirais, les règles du jeu vont changer drastiquement. C'est-à-dire que la bande de Gaza, s'il y a une opération militaire, ne sera plus approvisionnée par les camions de l'aide internationale. Il y aura donc une pénurie d'électricité, de nourriture, tout ça dans le but de déstabiliser le Hamas et de l'éradiquer. Mais pour l'instant, nous avions non seulement les otages, le dossier des otages, oui. On l'a encore toujours d'ailleurs, mais nous avons le dossier des otages et aussi une pression très très importante de l'administration Biden qui n'existe plus. Cette pression maintenant est au contraire remplacée par... je dirais, une carte... Un va-t-en-guerre qui s'appelle Trump. Pas spécialement pour Trump, je ne pense pas qu'il veuille la guerre, qu'il souhaite la guerre, vu les efforts qu'il fait en tous les cas pour essayer d'amener à une paix avec l'Ukraine et la Russie. Je suppose que pour l'activité économique américaine et mondiale d'ailleurs, il vaut mieux qu'il y ait de la stabilité dans la région. Dans les régions, dans le monde. Mais là, Trump comprend que le Hamas n'est pas non plus un interlocuteur décent, ni avec laquelle on peut arriver à des accords ou à faire entendre raison. En fait, le Hamas, c'est vraiment le nihilisme, c'est-à-dire combattre jusqu'au bout, mourir jusqu'au bout. Bien sûr, tout à fait, il faut le rappeler. Mourir comme un djihadiste, un combattant de Dieu. Martyr, ce sont des martyrs. Voilà, et essayer de peut-être récupérer 72 vierges dans le monde futur. Donc, on veut bien les aider, on peut les aider à y accéder au plus vite possible. Mais voilà, donc Trump comprend qu'avec eux, il n'y a pas d'accord à obtenir et qu'il faudra bien s'en débarrasser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera après? Qu'est-ce qu'on fera de cette population qui a été pendant 20 ans conditionnée dans la haine du juif, la haine d'Israël, la haine des autres et qui est une population, ceux qui ont 20 ans, ceux qui ne sont jamais sortis de la bande de Gaza et qui sont complètement incultes et vivent dans des fantasmes tout à fait incroyables. Ça va être difficile à rattraper. Et je sais que le plan Trump plaît à beaucoup d'Israéliens et à nous-mêmes, à nous tous, parce que nous n'avons pas envie d'avoir des voisins comme le Hamas. Je sais que la péninsule du Sinaï est, je crois, 30 ou 300 fois plus grande que la bande de Gaza, donc il y a largement la place de les reloger ailleurs. Oui, mais nous avons l'Égypte qui est un pays très pauvre, qui est un pays qui est en danger, menacé aussi par ses frères musulmans, qui n'a pas envie d'accueillir ces Palestiniens dont personne ne veut. Le roi de Jordanie a fait vraiment une grande faveur. Il a accordé 2000 enfants pour les soigner. Voilà, c'est vraiment un geste extraordinaire. Mais ça ne va pas régler la question des 2 millions de Palestiniens à Gaza. Et ça, c'est une véritable question qui demeure insoluble parce que personne n'a vraiment de solution, sauf Elon Musk, de transformer Gaza en Singapour. Ça, je lui souhaite bonne chance. Oui, je lui souhaite bonne chance. Là, je viens d'apprendre que la société Tesla a perdu, je crois, 500 milliards, il me semble. 500 milliards, ça me paraît beaucoup. Oui, 500 millions peut-être. 500 millions d'euros, de dollars. Oui, mais c'est pas grave, je ne suis pas très inquiète pour son économie. Pour Elon Musk. Bon, cela dit, donc si on comprend bien, la situation est actuellement bloquée. La phase 2 est mal partie. Nous sommes encore sur la phase 1 avec des espoirs relativement légers concernant la libération des otages. Mais une chose est quasiment certaine, c'est que des combats risquent de reprendre. Oui, en fait, la phase 2, officiellement, Netanyahou a envoyé une délégation au Caire, mais qui cette fois-ci n'est plus dirigée par les acteurs que nous connaissions, c'est-à-dire Ronen Bar et Dadi Barnea, l'un est le chef de sécurité intérieure, l'autre le chef du Mossad, mais par des proches collaborateurs, dont Ron Dermer, ce fameux personnage que personne vraiment ne connaît, que personne n'a jamais vraiment entendu parce qu'il ne donne pas d'interview. C'est un Américain qui est très proche, je dirais presque à la botte de Netanyahou, et qui, lui, pour les négociations sur la phase 2, se trouve à Washington pour l'instant.
avec l'interlocuteur américain que Trump a donné pour le Moyen-Orient. Oui. Et voyez donc avec un nom bizarre. Oui, tout à fait. alors donc on n'a pas vraiment d'espoir ni d'attente de cette phase 2. Bon, je rappelle quand même ce que ça veut dire la phase 2 pour nos auditeurs auditrices qui ne sont pas au courant de ce que c'est que la phase 2. Oui, tout à fait. La phase 2, eh bien, elle stipule que tous les otages soient rendus, tous jusqu'au dernier, et en contrepartie, le Hamas baisse les armes et accepte de s'exiler et de laisser le pouvoir à une autre autorité de la bande de Gaza. Voilà grosso modo ce que veut Israël. Que veut Israël, oui, vous me rassurez. Non, ça c'est la phase 2. Ça, ce sont les propositions d'Israël. Pour la phase 2 pour le Hamas, on rend tous les otages, mais Israël s'engage pour les 20 années à venir ou les 50 années à venir à ne plus intervenir militairement dans la bande de Gaza. C'est un cessez-le-feu à longue portée. Un cessez-le-feu unilatéral du côté d'Israël. Oui, c'est toujours nous on sait, c'est eux qui font le feu. Oui. Non, mais c'est un cessez-le-feu et le Hamas continue de régner, de recevoir de l'aide humanitaire et continuera à recevoir des camions avec du béton pour reconstruire les tunnels, pour restructurer militairement l'armée du Hamas, ou la milice du Hamas, et puis comme ça, il y aura un 7 octobre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui se prépare et qui se préparera. Voilà. Donc ça c'est la phase 2 du Hamas et la phase 2 israélienne. Et avec ça... Pas très compatible. Avec ça, il faut essayer de trouver. Encore une actualité qui est très intéressante aussi. Oui, dites-nous tout. Ce sont les rapports de Tsahal sur ce qui s'est passé 7 octobre. Dans les différents kibboutz. On a parlé, mais en fait, ces rapports ne donnent rien, il faut le dire. Voilà, nous apprend rien, sauf que l'armée n'était pas prête, que les services de renseignement avaient des conceptions tout à fait idylliques et irréalistes sur la situation. Voilà, et que déjà le vendredi soir, on avait quand même quelques inquiétudes, mais rien d'absolument anormal à signaler. Donc vous voyez, ça n'apporte rien de ce que on ressentait. L'armée de l'air n'était pas présente, elle a été inefficace ou peu présente, et en fait peu d'utilité. Et en fait, c'est un échec total sur toute la ligne. Mais ce que ne dit pas le rapport, c'est deux choses. D'abord, qui sont les responsables militaires et des renseignements, bien que nous savons qui sont... on connaît, il suffit d'aller sur Alliance, vous savez toutes les informations. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne nomment pas précisément, ne donnent pas le nom de ceux qui ont pris part à cet immense échec, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette immense... Défaite, une défaite. Absolument. Et évidemment, ne pointe pas non plus le doigt sur l'échelon politique qui lui aussi était associé dans cet échec, parce que on a tendance à oublier qu'à plusieurs reprises, les chefs du Mossad et du Shabak avaient proposé à Netanyahou d'éliminer Sinwar. Oui, une semaine avant. Voilà, mais même à plusieurs reprises, d'éliminer certains chefs du Hamas, et qu'à chaque fois, au nom d'un calme relatif que nous souhaitions, Netanyahou a refusé qu'on élimine Yahya Sinwar, de la même façon qu'Ariel Sharon avait refusé aussi à Beyrouth en 82 qu'on élimine Yasser Arafat. Oui, c'est la même histoire. Il y a au dernier moment un manque de courage, et quand ces éliminations ont lieu, eh bien c'est quand on se trouve dans une situation où vraiment là, ce n'est plus possible d'accepter ni de tolérer, je dirais, la conduite de ces crapules. Alors pour résumer pour nos auditeurs, et on va finir sur cette note-là, c'est en fait que l'armée s'est trouvée en sidération face à ce qui s'est passé. Elle n'était pas préparée. Effectivement, les renseignements avaient minoré la menace du Hamas, estimant que c'était secondaire. Il faut savoir que Netanyahou avait d'autres fronts en tête, et certainement pas le Hamas, étant persuadé qu'avec le Hamas, tout va bien. Tant qu'ils avaient de l'argent, on était tranquille. Exactement, c'est une erreur stratégique. Ce qu'on appelle en hébreu la conceptia, c'est-à-dire en français la conception. Et d'ailleurs, et pour finir, Netanyahou avait placé la menace du Hamas au 5e rang, après l'Iran, après je ne sais plus qui. Mais enfin, Gaza était vraiment en bas de l'échelle. Ce n'était pas vraiment un problème ni un sujet à part, à laquelle il fallait, je dirais, s'intéresser. Et c'est la grande erreur, je dirais, d'à peu près de tous les Israéliens. On est tous fautifs. Oui, tout à fait. Il n'y a personne qui pensait que
on devait absolument aller en guerre contre le Hamas et Gaza dans des périodes où c'était très calme, où on pouvait se promener et voir même les maisons de la bande de Gaza, des kibbutzim où on pouvait rentrer avant librement et voir quasiment ce qui se passait de l'autre côté de la barrière. Mais maintenant, la situation a changé. Je pense que pour ces prochaines années, cela m'étonnerait que Tsahal soit surpris par une attaque, si elle a lieu, évidemment, du Hamas. Voilà. Alors, on espère quand même de bonnes nouvelles pour la semaine prochaine et pour les prochaines semaines suivantes, c'est-à-dire la libération des otages, parce qu'on est tous préoccupés et on pense tous à cela. Et souhaitons un bon Shabbat à nos auditeurs et auditrices. Absolument. Shabbat Shalom. Shabbat Merci Shalom, beaucoup, merci, David. Claudine. À très vite. Au revoir.